en 1999, on pouvait trouver un article de Libération qui expliquait que le Dalai Lama a été financé par la CIA. En 2003, on pouvait avoir un magazine comme le magazine Historia qui expliquait qu'il y avait que la construction européenne avait été financée par la CIA et par les services américains. Et vous avez mille fois raison de le souligner. Tout ça, c'était des choses qui, en fait, étaient très connues dans les années. On dirait ça aujourd'hui, on se ferait traiter, voilà. On se fait traiter. Et j'en sais quelque chose. Donc, il y a, à l'évidence, une dégradation de l'esprit public. Alors, la chose la plus extraordinaire que je constate, c'est que finalement, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, le service public qui est le pire. C'est-à-dire que j'ai finalement sur BFM, qui l'eût cru, mais sur BFM TV ou sur CNews, qui est le nouveau nom de iTélé. iTélé faisait un peu trop français, sans doute, donc ça s'appelle CNews. J'ai finalement plus d'honnêteté, enfin d'objectivité un tant soit peu des journalistes que sur le service public, où je n'ai toujours pas été invité sur France Inter depuis 10 ans, où j'ai monsieur Patrick Cohen qui se permet de m'insulter constamment sans même m'avoir téléphoné. Je n'ai jamais eu au téléphone, ce monsieur, je ne sais pas qui c'est. Enfin si, je sais qui c'est, mais je ne l'ai jamais rencontré. Sur France Info, j'ai eu 2 épisodes récemment, c'est-à-dire que c'était avant-hier matin, je crois, j'ai été invité par un journaliste qui m'a parlé, c'était à 7h50, il m'a dit toujours ça dure 10 minutes, mais en fait ça rétrécit au lavage à chaque fois, ça n'est plus que 6 minutes. Et puis il m'a dit Philippe Asselineau. Alors j'ai pas. Puis une deuxième fois Philippe Asselineau. Comme je suis gentil, je n'ai pas réagi. Je regrette en fait. Mais le problème c'est que je ne savais pas quel était son prénom. Mais si j'avais su quel était son prénom, mais là ça serait à refaire, je lui dirais écoutez Georgette, je vous assure que voilà. Parce que c'est volontaire, bien entendu. Voilà. Et c'est quand il va pas dire Thierry Macron ou Madeleine Le Pen. Bon. Donc c'est une volonté de montrer que je serai un inconnu total. Bon. Et puis alors, le soir du même jour, on m'a rapporté qu'il y a eu une émission où on a dit, un intervenant qui a dit que lorsqu'on voyait mon visage, l'instinct recommandait de s'enfuir. Délit de faciès. Alors je ne sais pas quel est l'Apollon qui a formulé ce jugement, mais c'est quand même, enfin c'est du niveau Gringoire où je suis partout. Enfin c'est délirant. C'est quand même très, enfin c'est à la fois rigolo, mais c'est quand même très grave. Parce que maintenant, ils ont tout cherché, je suppose. Ils ont cherché, et comme il se trouve que je n'ai pas de compte en Suisse, que je ne suis pas pédophile, que je n'ai pas tué père et mère, que je n'ai pas de problèmes fiscaux et que je n'ai pas de problèmes juridiques, déjà c'était une raison d'ailleurs pour m'exclure du débat sur TF1, puisque le débat sur TF1, la caractéristique commune essentielle, c'était que 4 sur 5 étaient en délicatesse avec la justice quand même, dans ce prétendu débat sur TF1. Débat sur TF1 d'ailleurs où je vous ferai remarquer ce petit détail quand même assez croquignolet, c'est que les TF1 nous expliquent qu'ils ne peuvent pas faire débattre à 11 personnes parce que c'est trop. Mais la même chaîne trouve tout à fait normal d'être à 28, n'est-ce pas, dans la construction européenne, et que ça doit marcher très très bien. Bon. Alors, quand j'ai vu hier, je suis allé à l'Association des maires de France, et il y avait quelqu'un qui est venu se présenter, qui m'a dit « Je suis de France Info ». J'ai dit « Ah bah écoutez, ça tombe bien, je vous signale que votre chaîne m'a insulté hier soir, m'a dit que j'avais une sale gueule, voilà ». Alors il était là, non, mais excusez-moi. C'était un auditeur qui. Non, c'était un commentateur. Vous savez, parce qu'il y a toujours des commentateurs qui sont invités. Il y a d'ailleurs un journaliste, Laurent de Boissieu, qui travaille pour le journal La Croix, qui a tweeté pour se scandaliser de ce traitement quand même. Faut pas exagérer. Et alors pour la petite histoire, ce journaliste de France Info m'a dit mais non, mais moi j'aurais voulu être pris en photo avec vous parce que je connais très bien votre représentant en Nouvelle-Calédonie qui est un ami, etc. Alors on a fait une photo. Bon. Après ça, je passe au service maquillage, c'était filmé. Et à ce moment-là, il y a monsieur Jean-François Aquili qui arrive, et qui est journaliste à France Info, et qui me dit, voilà, c'est moi qui vais vous interroger après, je suis de France Info. Mais je dis, ben, ça tombe bien, c'est le deuxième, puisque votre collègue hier matin m'a appelé Philippe Asselineau. Et je lui dis, si vous faites ça, je vous assure que je vous appellerai Georgette. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, ben, ça me donne une envie, parce que pour le coup, ça pourrait faire le buzz. J'ai dit, mais faites-le. Ça s'est arrêté là, mais enfin, depuis hier, on a maintenant plein de coups de téléphone de France Info.
Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en effet, on est dans un débat. Je crois que je suis... En fait, je suis ce qui ne doit pas arriver. Je suis... voilà, je suis... Je vais un peu vous titiller. Je vais un petit peu quand même mettre un petit peu de... C'est messieurs qui... Voilà. Je pense que je suis un peu le Andrei Sakharov de la construction européenne. C'est-à-dire quelqu'un qui, normalement, voilà, a réussi les concours les plus difficiles, est assorti vice-major de l'ENA, inspecteur général des finances, et donc, normalement, qui avait une carrière toute tracée. Voilà. Et normalement, je devrais gagner des millions, en fait, voilà, comme Macron. Et en fait, effectivement, je n'ai pas joué ce jeu. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il est très difficile, je pense, d'avoir prise sur moi, parce que ce que je dis est vrai, est absolument irréfutable. C'est fondé sur des articles, des traités, c'est fondé sur des raisonnements, c'est fondé sur une expérience professionnelle. Et puis c'est fondé aussi, et c'est un petit peu l'objet qui nous anime aujourd'hui, et que moi, quand j'étais petit, dans ma famille, il y avait des gens de tous les horizons politiques. Je n'ai pas été élevé dans une famille monocolore. Il y avait, dans ma famille, j'avais un grand-oncle qui était au Parti communiste français. J'avais... mes parents étaient plutôt ce qu'on appellerait des bobos de gauche. Enfin, ils étaient plutôt... Ils disaient, voilà, l'Express, Nouvel Observateur. J'avais... mais je leur dois beaucoup. J'avais une grand-tante qui était une gaulliste acharnée, qui s'était fait arrêter à 17 ans vers la ligne de démarcation. Alors qu'elle était en plus confite en dévotion, elle avait été placée en détention pendant quelques jours avec des prostituées locales. Alors moi, quand j'avais, en 1965, je sais pas, j'avais 7 ans. Ça avait 12 ou 13 ans, qu'est-ce que je dis, 23 ans après les faits. Et elle parlait des boches comme ça. Bon. J'avais une autre partie de ma famille qui était à droite. Bon, bref, dans ma famille, il y avait des gens de tous les horizons politiques. Ça, je crois que c'est important parce que je ne suis pas... le mouvement politique que j'ai créé, il y a des gens qui veulent absolument me coller une étiquette d'être un homme de droite. Je ne nie pas du tout que j'ai été dans des cabinets ministériels de droite. Enfin, comme je le dis souvent, si le gouvernement ou les gouvernements dans lesquels j'ai travaillé, notamment en matière économique, sociale ou affaires étrangères, étaient de droite... Alors aujourd'hui, c'est de l'extrême droite. Parce que sous Chirac, on ne démolissait pas le droit, ou sous Mitterrand, quand j'étais sous la cohabitation, on ne démolissait pas le droit du travail, on ne faisait pas des guerres illégales pour démolir les régimes, on n'avait pas bille en tête contre la Russie, etc. Moi, quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charette, il avait passé au contraire son temps, je m'en occupais pas, je le dis d'autant plus, à essayer de trouver un processus de paix au Moyen-Orient. On entretenait des bonnes relations avec les pays comme la Russie, etc. Donc, si c'était ça, être de droite, aujourd'hui, à mon avis, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Voilà. Et puis, il y avait quand même une liberté de parole dans les médias, justement, qui n'existe plus. Ce mouvement politique, comme vous le savez, je l'ai créé pour essayer de rassembler les Français à titre provisoire en m'inspirant du Conseil national de la résistance. Et comme vous le savez, c'est un travail constant, parce que pour rassembler les Français, qui sont sans doute considérés comme un des peuples les plus difficiles à gouverner au monde, c'est très difficile, et donc j'ai créé un mouvement politique en mettant de côté d'emblée, dès le jour même de la création, par une charte, on met de côté tout ce qui nous divise pour se rassembler sur ce qui nous rassemble, sur ce qui est le plus fondamental, la liberté et la souveraineté du pays. Je cite souvent... vous savez, cette belle parole d'Aragon qui disait que la résistance rassemblait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et de fait, il y a chez nous de tout. Il y a des gens qui viennent de gauche, de droite, pas beaucoup d'extrême droite. Il y a quelques anciens électeurs du FN qui sont venus, pas beaucoup, mais beaucoup de gauche, d'extrême gauche, du centre. Il y a des cathos, il y a des catholiques traditionnels, pas beaucoup. Il y a des protestants, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des confucéens, il y a des agnostiques, il y a des athées militants, qui appartiennent à la pensée rationaliste. C'est vrai. On a des gens qui sont contre le mariage pour tous, et puis on a aussi des gens qui sont des homosexuels déclarés, membres d'associations LGBT. Dans nos adhésions de couple, on a des couples homosexuels, et puis voilà. Donc on a vraiment mis de côté tout ce qui nous divisait, pour essayer de se rassembler justement sur l'essentiel.
Je pense que c'est l'esprit du CNR. J'explique toujours que le CNR avait comme président Charles de Gaulle, qui était un homme de droite, paraît-il, qui avait quand même été au cabinet de Philippe Pétain en 1923, qui avait d'ailleurs appelé son fils Philippe en l'honneur de Pétain, mais qui avait su transcender son milieu d'origine pour s'élever à ce qui est des choses essentielles qui doivent nous rassembler, qui est quand même l'histoire de notre pays, qui est en train, en ce moment, d'être détruit comme il était en train d'être détruit en 1940. Ça fait 10 ans bientôt que je parcours la France, j'ai dû faire 490 conférences, rencontrer des quantités de gens, et c'est quand même une des choses communes que nous avons entre nous tous, que l'on soit de droite, de gauche. Moi, j'ai jamais vu de Français qui me disent « Monsieur, ce que je voudrais, c'est qu'on privatise la Poste ». Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu non plus quelqu'un qui me dise « Moi, ce que je veux, c'est une justice pour les riches, une justice pour les pauvres ». Parce que je crois qu'une des choses les plus essentielles qu'il y a parmi le peuple français, c'est quelque chose qui nous hérisse tous, c'est l'idée du deux poids, deux mesures. Ça, c'est quelque chose que les Français ne supportent pas. Et actuellement, le mal-d'être sur ces histoires qui ressortent comme ça, c'est comme de façon nauséabonde sur ces affaires. Ce qui choque énormément les Français, c'est vraiment le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures et que c'est intolérable. Voilà. Je suis modéré. 2, je suis consensuel. 3, je connais mes dossiers. 4, je le disais tout à l'heure, hier, il y avait un journaliste parce que j'ai dit que finalement, j'étais de tous les candidats l'un de ceux qui avait le plus d'expérience. Alors, il y a le journaliste qui est venu, ben oui, j'ai dit, par rapport à l'ensemble des candidats, pourquoi suis-je un petit candidat? Il y a un journaliste qui me dit, vous allez voir les petits candidats. Je dis, d'abord, est-ce que vous êtes un petit journaliste? Alors, après, j'ai dit, ça vous ferait plaisir qu'on dise que vous êtes un petit journaliste. J'ai dit, moi, je ne suis... ils sont plus grands que moi par rapport à l'épaisseur, effectivement, du volume des affaires judiciaires qu'ils ont sur le dos. Mais en matière d'expérience professionnelle, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant d'expérience professionnelle que moi pour le job en question, qui consiste à être président de la République, puisque finalement, il s'agit d'abord et avant tout de défendre les intérêts de la France face au reste du monde. Les autres, ils ont quoi comme expérience? Toute question politique mise à part, mais rien. Ils n'ont aucune expérience, à part si Fillon, d'accord. Oui. Fillon en tant que Premier ministre, quoi, qu'il n'a pas brillé par... ça n'a pas été... Enfin bon, il a quand même rencontré des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Bon. Mais les autres, honnêtement, peut se prévaloir d'avoir travaillé pendant 4 années, d'avoir été dans les petits papiers, dans tout petit comité avec François Mitterrand. Sous la cohabitation, j'ai accompagné Mitterrand en Corée. J'avais préparé les dossiers sur les questions économiques et comme ça. Il s'agissait de vendre le TGV entre Séoul et Busan. Au Kazakhstan. Avec Balladur en Arabie Saoudite. Avec Chirac au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie, etc. Moi, j'étais là, j'étais en 5-6 personnes à rencontrer les chefs d'État et de gouvernement. J'ai représenté la France au Vatican. Pour une canonisation, laissé dans la main de Jean-Paul II. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. Un jour, j'étais chez Charette, aux Affaires étrangères. Je m'occupais de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Océanie et des questions économiques. C'était quand même bien. Et Charette, d'ailleurs, savait très exactement ce que je pensais sur l'Union européenne. Ça, je lui avais dit d'emblée. Quand il m'avait recruté, j'avais dit, je veux bien venir chez vous, monsieur le ministre. Il m'avait proposé un très beau poste. Il dit, il y a un problème. Il était derrière son truc, je vais vous faire un peu rire, mais c'est la pure vérité. Hein. Il était en train de signer des parapheurs. Et il me dit, quel problème? Je dis, voilà, je suis anti-européen. J'ai voté non à Maastricht. Je pense que c'est une... Comme l'a dit Séguin à l'Assemblée nationale, on va vers un désastre national. Et ça terminera très mal un jour. Et M. de Charette m'avait regardé, ahuri, en me disant « Mais enfin, ça n'a aucune importance. » Ah bon? Ah bon? Il dit « Est-ce que je vous demande de vous occuper des questions européennes dans ce cabinet ?» J'ai dit « Certes, non. Donc tout va bien. Hein. » Je lui ai dit « Écoutez, très bien, monsieur le ministre, si vous le prenez comme ça, j'accepte. Au moins, vous saurez à qui vous avez affaire. » De telle sorte qu'après, j'avais été... moi, je suis quelqu'un de franc et de direct. J'avais toujours dit les choses. Voilà. Je suis quelqu'un de crédible.
je suis, je pense, celui qui connaît le mieux ces dossiers. Hier à l'AMF, ça a été, je ne sais pas si vous avez vu le truc, François Baroin s'est décomposé, au fur et à mesure que j'expliquais pourquoi il y a les réformes des collectivités locales. Et devant des maires qui découvraient qu'il y a sous l'effet de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a des contraintes qui sont fixées par la Commission européenne dans ce qu'on appelle le rapport des grandes orientations politiques et économiques, qui sont à l'origine de la diminution drastique des dotations globales au fonctionnement aux collectivités locales, et donc à la fusion forcée des communes. Donc je fais peur, et je pense que c'est ça la raison essentielle, c'est que, en fait, c'est un ordonnancement bien calculé avec front contre front. On a le Front National d'un côté, il n'a rien à voir avec celui de Pierre Millon, le Front National d'un côté, le Front de gauche de l'autre, et il s'agit de diviser, en fait, de diviser ce qui a été toujours au cours de notre histoire l'alliance des gaullistes ou des communistes, on pourrait dire, depuis en 40 sous la CNR, et à partir du moment où vous avez deux pôles comme ça qui sont là pour diviser, pourquoi ils veulent plus faire de référendum? Parce que les référendums permettent justement d'avoir la fongibilité des électorats. Les 55% des Français qui ont dit non en 2005, dont je faisais partie, et peut-être d'autres personnes ici, eh bien, ils veulent plus que ça se reproduise. Il faut absolument qu'il y ait la division entre eux. Et je pense que c'est ça qui pose problème fondamentalement. C'est à la fois l'idée premièrement, deuxièmement, quelqu'un qui connaît les dossiers et qui a la légitimité pour le faire. Donc je suis l'homme à abattre, vraiment. Actuellement, j'ai vu qu'il y a des sondages qui donnent 0%, 0,5%. Bon, on a fait 0,5% il y a 3 ans. Aux élections européennes, on a fait 0,41% des suffrages. On avait à l'époque 2000 adhérents. Là, on va avoir 20 000 adhérents. Au régional, en 2015, on a fait près de 1% des suffrages. Et moi, quand je vois actuellement la courbe des adhérents, on a 250 adhésions par jour. À 300 adhésions, on va franchir les 20 000 demain. Ceux d'entre vous qui ont l'occasion de pouvoir venir, je les convie à venir samedi après-midi Avant de terminer mon propos, je voudrais dire un mot sur les journalistes. Tous les journalistes ne sont pas du tout à mettre dans le même sac, hein. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui aimeraient faire leur métier, ou qui secrètement me font des petits clins d'œil. Le nombre de journalistes, de gens dans tous les médias, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui me disent « Je voudrais être pris en photo avec vous. C'est pour ma grand-mère, c'est pour mon petit-fils. » C'est toujours jamais pour eux. C'est comme si on trouvait, par exemple, une bouteille de whisky dans une sacristie, et le sacristain dit « Mais à qui c'est ça ?» Ils veulent toujours être en photo avec moi. Paraît-il qu'ils ont un fils, une belle-mère qui raffole de moi. Mais à chaque fois, je trouve des gens, dans tous les médias, qui m'envoient des messages, des petits messages de soutien. Je suis convaincu que je vais faire un score qui va surprendre. De même qu'il ne m'avait pas vu venir avec les 500 parrainages, de même qu'il ne m'avait pas vu venir en créant le mouvement politique, de même qu'on m'a jamais vu venir de toute façon dans ma vie. Alors, je l'ai dit, c'est comme ça. Et je pense que je vais faire un score qui va surprendre. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont en fait, ils ont très peur. Alors maintenant, question. Personne, à part moi, ne parle de ce qu'est l'élection présidentielle. Or, le pouvoir du président de la République, c'est essentiellement l'article 5, l'article 14, l'article 15, l'article 16. L'article 16, c'est les pleins pouvoirs. Il faut quand même bien voir qu'on peut donner... c'est quelqu'un qui peut prendre les pleins pouvoirs. De vous à moi, avez-vous vraiment envie de donner les pleins pouvoirs à Madame Le Pen? Je serai pas là, hein. Et vous, à Monsieur Macron? Oui, encore pire. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est quand même une vraie question qu'il faut se poser. L'article 15 fait du chef de l'État le chef des armées. Donc il faudrait demander quelle est votre position sur les armées, sur la défense, quelle est votre doctrine de défense. L'article 14 fait du président de la République le chef de la diplomatie. C'est lui qui accrédite les ambassadeurs étrangers et c'est auprès de lui que sont accrédités les ambassadeurs des puissances. Donc quelle est votre politique étrangère? Quelle est votre vision de la place dans le monde? Et puis tout ça est subsumé dans l'article 5 qui précise « Le président de la République veille au respect de la Constitution ». Première ligne. Moi, je suis là à expliquer ce que c'est que la Constitution.
Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Donc ça doit être un arbitre au-dessus des partis politiques. C'est quelqu'un qui doit justement s'être coulé dans le moule d'un arbitre. Est-ce que vraiment on peut imaginer que M. Mélenchon, que Mme Artaud, que Mme Le Pen puissent être des arbitres admis par 80% de la population? Non. Et la dernière phrase est essentielle. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale, et du respect des traités. Du respect des traités. Lorsque Mélenchon dit que lui, il va désobéir aux traités, ça veut dire que bille en tête, il est là en disant « Faites-moi confiance, je vais piétiner la parole internationale de la France en ne respectant pas les traités, et dans le même mouvement, je vais aussi piétiner la Constitution de la République. » Article 5. Et faites-moi confiance, les promesses que je vous fais qui n'ont aucune valeur juridique, ça je vais m'y tenir. L'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, les autres ne disent rien dessus. Indépendance nationale, vous savez que moi je suis... Ça nous ramène à la Corse. Voilà, nous allons entendre parler, si les Français ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver, de la dislocation de la France, comme est en ce moment organisée la dislocation de la Belgique, la dislocation du Royaume-Uni. Vous avez vu que l'Écosse, la dislocation de l'Espagne, avec la Catalogne. Vous avez vu que le 1er janvier de cette année, 1er janvier 2017, 156 communes françaises du département des Pyrénées-Atlantiques se sont réunies en une seule et même collectivité qui s'appelle Pays Basque, avec le plein accord du gouvernement, qui correspond exactement au périmètre en France de l'entité País Vascos, dont l'autre, la plus grosse partie, se trouve en Espagne, qui est destinée à devenir indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Il y a là cette carte qui circule depuis 15 ans avec les verts allemands. Oui, bien sûr. Ils sont verts de gris, d'ailleurs. Et qui ont montré que l'Europe ethnique, il y aurait une région Occitanie. Mais Flamby vient de nous la créer. Il y a même mieux que ça, pardon, ça a l'air dérisoire, mais enfin, tout de même, c'est pas innocent dans le fil de ce que vous êtes en train de dire. Quand vous vous promenez maintenant sur le Cap Corse, par exemple, il y avait des inscriptions avant IFF, I Francesi Fora, les Français dehors. Hein. Bon, maintenant, il y a marqué Franchise Go Home. Voilà. Excusez-moi, hein, je vous ralentis. Mais je trouve que c'est parfaitement. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Oui, parce qu'en fait, mais c'est une anecdote que je reprendrai à mon compte. Oui, parce qu'en fait, l'objectif poursuivi, c'est pas les États-Unis d'Europe version le discours de Victor Hugo 1849 au Congrès de la Paix, qui disait, d'ailleurs, il faut le relire ce discours. Je ne sais pas si vous l'avez relu, il est très intéressant à relire. C'est en fait le coup d'envoi de la colonisation. Et il dit d'ailleurs, les États-Unis d'Europe tendant la main aux États-Unis d'Amérique sous les yeux du Créateur pour coloniser. Et savez-vous ce qu'on aurait fait avec ça? On aurait empêché les révolutions, on aurait colonisé les déserts, dit Victor Hugo, on aurait rendu l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est dingue. C'est un discours ultra raciste, colonialiste, etc. Et religieux, le fameux discours des États-Unis d'Europe. Ce qui est dans les cartons, c'est Flanders, Brace, le Patrick Lelay, le président l'ancien PDG de TF1, est un ardent indépendantiste breton qui dit qu'il est pour une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Monsieur Le Drian, qui vient de rejoindre votre ami Macron. Monsieur Le Drian, Monsieur Le Drian, il y a, au début de l'année dernière, avait fait, on l'avait enregistré, enfin, les vœux pour l'UDB, l'Union démocratique bretonne, qui demande de l'indépendance de la Bretagne, qui par ailleurs est ministre de la Défense. Donc on a en fait un projet qui est la destruction des grands États-nations, avec ce que les linguistes appellent une koiné, c'est-à-dire une espèce de langue vernaculaire, le latin du XXIe siècle étant le globish. Et puis ensuite, on promeut des langues régionales, quitte d'ailleurs à les créer comme le breton. Le breton, ça n'existe que depuis 1920, parce qu'avant, il y avait un dialecte de Quimperlé, un dialecte des Côtes-d'Armor. D'ailleurs, le breton, c'est uniquement la partie extrême occidentale de la Bretagne. Du côté de Rennes, c'était le gallo qui était parlé. Donc on recrée des identités de cette nature. En fait, l'ennemi à abattre, c'est en fait le niveau national. Et derrière le niveau national, c'est évidemment quiconque puisse s'opposer. Et là, je vous rejoindrai aisément, je pense, à l'impérialisme américain, ou l'impérialisme atlantiste, ou c'est de ce genre de choses qu'il s'agit. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que personne n'en parle. Et d'ailleurs, le Front National, sur ces questions, est le premier à soutenir
les mouvements régionalistes locaux. On l'avait vu en Alsace, par exemple, où au moment où il était question de créer une seule et même collectivité territoriale alsacienne, nous, on était tout petits à l'époque, on s'était battu contre ça. Mais dans un premier temps, le Front National soutenait Alsace d'abord, qui était un mouvement extrémiste de droite. Alors après ça, le Front National a un peu évolué, parce que maintenant, ça tire à U et à Dia. Il y a au FN des gens de toute nature. Il y a Philippot qui régulièrement vient me piquer un certain nombre d'analyses, ça c'est exact, mais le fond du Front National est très mal à l'aise sur ces questions. En attendant, je crois que c'est vraiment un sujet extrêmement grave qui nous attend, qui est la destruction de l'unité nationale. Est-ce qu'on imagine qu'on ait dit de Gaulle en 40 qu'il était souverainiste, ou de Gandhi en 47 qu'il était souverainiste, ou des Viet Cong au Vietnam qu'ils étaient souverainistes? Non, c'était des mouvements de libération nationale. Voilà. Souverainiste, il y a un côté ridicule. D'ailleurs, en langue française, tous les mots qui se terminent par T sont des absolus. La beauté, la liberté, l'égalité, la souveraineté, la piété, voilà. Et quand on rajoute un iste derrière, ça le ridiculise. Voilà, la piété, ça le dévalorise, devient le piétisme, qui est une voilà. Est-ce qu'on imagine l'égalité, l'égalitarisme, c'est une vision péjorative de l'égalité, voilà. Et donc, est-ce qu'on imagine qu'un parti qui se battrait pour la liberté, on le dirait, c'est un parti libertiste? Pourquoi pas libertin aussi? Ça voudrait dire qu'on relativiserait un absolu. Ça voudrait qu'il serait légitime, finalement, d'être contre la liberté. Donc, le mot de souverainisme en soi porte l'idée de relativiser un absolu. Alors, moi, je considère que ça n'est pas, voilà. Donc, je refuse. Alors, en plus de ça, c'est connoté à droite, et par des gens comme que De Gaulle aurait dit, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà. Puisque ce qu'il faut reconnaître à M. Dupont-Aignan une constante, c'est qu'il a toujours dit qu'il n'était hors de question pour lui de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça, il faut lui reconnaître. Madame Le Pen, elle, parce qu'elle, c'est la stratégie des lieutenants. Donc il y a là-dedans, c'est la cour du roi Péto. Donc tout le monde dit un truc, un jour on sort, le lendemain on reste, on veut une monnaie commune, etc. Donc on peut trouver autant de citations, voilà, complètement contraires, diverses et variées. La seule chose qui est jamais au Front National, c'est pareil d'ailleurs avec M. Mélenchon, avec son plan A, son plan B, son plan C, son plan Q, etc. Bon. En fait, ça va se terminer par planter. La seule chose, ça me fait rire, ça. Il y avait cette chose, je l'ai déjà cité, mais c'est un truc formidable. Vous connaissez ce que disait Talleyrand? Talleyrand qui disait, aussi bien en matière diplomatique, mais aussi pour la vie personnelle, voilà. Talleyrand disait, la seule façon de dire oui, c'était également un coureur de jupons invétéré. La seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. C'est extraordinaire. Eh bien, la seule façon de dire on sort de l'Union européenne, c'est de dire on sort de l'Union européenne par l'article 50. Toutes les autres veulent dire qu'on n'en sort pas. Voilà. Et tous les autres responsables politiques, ou plus exactement irresponsables, parce qu'ils n'ont pas de réponse aux questions que je pose, c'est toujours des espèces. La seule chose qu'ils ne disent jamais, c'est pourtant, c'est quand même bête comme chose, c'est d'utiliser la procédure de sortie qui s'appelle l'article 50. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, voilà, on porte à gauche, et il faut pas, vous portez à droite, il faut sortir par la gauche, ou plutôt que sortir par la droite. Moi, j'ai déjà répondu à ça, c'est une façon de dire, de diviser, en fait. Est-ce qu'on imagine que dans une prison, il y a 28 types qui soient dans une prison, ou pas 28 d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la France, et puis on découvre que dans la cellule, il y a une pierre, si on se met tous pour tirer la pierre, on va sortir. Bon. Et qu'il y en ait, je ne participerai, je ne tirerai la pierre avec vous qu'à une condition, c'est qu'en sortant, tout le monde tourne à gauche. Voilà. Et à ce moment-là, les autres disent, non, il n'en est pas question, moi je veux tourner à droite. Et on reste en prison. Voilà. Vous savez, moi je suis un peu bête. Je suis très bête. Moi je suis pragmatique. Moi j'adore les Anglais parce que ce sont des gens extrêmement pragmatiques. Il y a des gens qui ont dit, après le vote du Brexit, oh là là, vous voyez comment ils savent plus quoi faire, ils hésitent, tati. Pas du tout. Moi, je connais bien les Anglais, c'est wait and see. They have waited and they have seen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu, sur l'euro, ils ont dit on n'y va pas, on va voir ce qui se passe. Ils ont vu, ils ont vu. Après ça, ils ont voté pour le Brexit. Et ça a été quand même, à mon avis, il ne faut jamais sous-estimer les Britanniques. Ils ont regardé pour voir ce qui allait se passer. Tout le monde avait dit que ça serait l'apocalypse, ça serait tous les péchés d'un seul coup d'Israël tomberaient dessus, ce serait le truc.
Et puis vous avez vu, tous les indicateurs macroéconomiques sont favorables. La livre sterling a perdu 10%, du coup il y a une explosion des exportations, donc du coup des embauches, donc du coup le chômage qui dégringole. Comme c'est 10% moins cher, des investisseurs internationaux investissent, donc c'est Google, Yahoo, Boeing, tout le monde se bat, laissez-moi passer, etc. Alors que Madame Lagarde, la directrice générale du FMI, avait dit que dans les semaines qui suivraient, ça serait le sauve-qui-peut général, tout le monde quitterait le Royaume-Uni. Là-dessus, monsieur Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères, a fait un voyage triomphal à l'ONU où tout le monde dit « Ah, l'Angleterre est de retour, une grande puissance mondiale ». Après ça, vous avez eu la Chine, la Corée, l'Inde qui dit « On veut signer un accord de libre-échange ou un accord de commerce avec le Royaume-Uni ». Donc ils ont dit « La coupe est pleine, on n'en peut plus, tellement on est submergé par les demandes ». Bon, donc ils ont vu tout ça, ils ont affûté leur truc, parce que ce sont des fins négociateurs, et puis maintenant ils vont lancer l'article 50, en ayant attendu la durée d'une grossesse, à peu près, 9 mois. Et puis maintenant, ils vont y aller. Voilà. Moi, pour répondre à votre question, je considère que les gens qui vous disent « on sort par la gauche » sont des gens, en fait, qui sont là pour saboter le truc. Tout simplement. Voilà. D'ailleurs, quand on regarde à la loupe, est-ce qu'ils proposent l'article 50 de sortie? La réponse est non, parce que ce sont les mêmes, si je comprends bien, qui vous explique que finalement, Asselineau a tort de faire du juridisme, de voilà l'article 50, que c'est ça, on peut très bien sortir sans l'article 50. Toutes ces arguties sont des arguties qui visent à quelque chose, c'est à rendre confus un débat qui est extrêmement clair, en définitive, à mon avis. Voilà comment je réponds. Monsieur Macron, il a 0 électeur prouvé. Et lui, il a eu, au cours de l'année 2016, 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines au cours des derniers trimestres, et des dizaines et des dizaines d'heures sur toutes les radios et les télévisions. C'est ça le problème. Et il y a des gens qui me disent « mais il faudrait passer dans les médias ». Mais on ne fait... Oui, ça revient à régler... En fait, les gens qui me disent « mais on ne vous voit pas dans les médias », c'est comme si quelqu'un avait dit, mais à De Gaulle en 40, « mais pourquoi vous ne passez pas sur Radio Paris, mon général ?» C'est ça la vérité. L'Internet de nos jours est l'équivalent de la BBC des années 40, c'est ça la vérité. Alors, une des raisons pour lesquelles, justement, il y a eu un blackout féroce, parce que ils pensaient pas que j'aurais les 500 parrainages. Oui. Ils étaient sûrs que je les aurais pas. Tous les journalistes étaient certains. Et d'ailleurs, comment peut-on avoir 500 parrainages? Vous avez vu que les chiffres sont sortis. Il y a pratiquement 70% des détenteurs de pouvoir de signature qui n'ont pas parrainé. 69,8. C'est du jamais vu. Ça monte à chaque fois. Là, en 2012, il y a eu 60%. Là, c'est 70%. Ils ont peur, les maires. Ils ont peur, parce qu'ils ont peur, on leur dit, on va vous... C'est invraisemblable. De Gaulle avait créé l'élection au suffrage universel, ils avaient dit à Perfit, pour court-circuiter les partis politiques le moment venu. Les partis politiques ont réussi à rephagocyter le truc pour en fait empêcher des emmerdeurs, des empêcheurs de tourner en rond pour remettre la main sur l'élection présidentielle. Et donc ils étaient absolument convaincus que j'aurais pas mes parrainages. Et là, je les ai. Donc là, ils sont quand même obligés. Mais vous avez vu, il y a eu quand même des combats, et ça continue, des combats d'arrière-garde. Il y a des sondages qui sortent encore en ligne où mon nom n'apparaît pas. Oh, on l'a oublié. L'autre fois, c'était sur BFM, il y avait tous les candidats, et puis qui envoyé au programme, moi, c'était envoyé sur Cheminade. Il y a une volonté de m'assimiler, de ne pas faire passer pour un dingo. Je pense que si Macron, comme tout est prévu pour que ce soit lui, oui. Si Macron est élu, c'est une catastrophe. C'est un... Je le connais, il est du même corps administratif que moi. J'ai 20 ans d'expérience de plus. Il n'est pas inspecteur général. Non, il est inspecteur. Justement, l'autre jour, j'ai dit, mais c'est un bébé, j'ai dit ça à la radio, il est un inspecteur. Enfin, c'est une nullité. Enfin, je veux dire, ce type, c'est une marionnette, c'est un fantoche. Ce que je veux dire, c'est que là, je ne sais pas ce que va devenir la France. Comme Macron et Hegel. Je ne sais pas ce que va devenir la France dans ce cas-là, parce qu'il va... Oui. Il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la carrure, il n'a pas tout et n'importe, c'est zéro. Et donc voilà, c'est un freluquet, c'est un danseur mondain. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et là, je pense que ça veut partir dans le décor. Vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura quand même pas une débandade généralisée. Surtout, et plus on aura fait un score important, plus évidemment on pèsera dans le système. Parce que
quand même, il va y avoir, je pense, une surprise. Et actuellement, pour répondre un peu à votre question de tout à l'heure, monsieur, c'est que les maigres passages médias que j'ai font qu'actuellement, on a un nombre d'adhésions. C'est phénoménal. La courbe, elle est verticale maintenant, c'est une exponentielle. Voilà. Mais tout le monde, tout le monde dit, enfin, et on a plein d'abstentionnistes qui disent, écoutez, voilà, j'avais 10 ans que je votais plus. Donc c'est vrai, Jean a raison, il y a un risque. Mais j'espère que... Et puis comme je pense que de toute façon, j'ai la faiblesse de penser que j'ai les bonnes analyses, et que les événements, de toute façon, ne vont pas être changés par l'élection présidentielle, et ben il va se passer ensuite, voilà, la suite des événements. Il y aura un jour d'après, voilà. Ce qu'il faut avouer, c'est que ce référendum, les 55% de gens qui ont voté non en 2005 savaient ce qu'ils rejetaient, mais n'étaient pas forcément d'accord sur ce qu'ils voulaient. Bon, c'était un phénomène de rejet, mais ça serait tordre les résultats, moi je n'aime pas ça, que de penser que les 55% de Français qui ont voté non à l'époque étaient 55% de gens qui voulaient sortir de l'Union européenne. C'est pas vrai. À l'époque, moi j'ai créé mon mouvement politique en 2007. Je peux vous dire qu'en 2007, dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est personne. Enfin, je veux dire, les gens, voilà. J'avais des amis qui avaient adhéré, mais c'était voilà. Donc c'était le message. Maintenant, nous, une des raisons pour lesquelles on se développe à toute allure, c'est que les événements m'ont donné raison, et puis bien entendu le vote au Royaume-Uni, parce que les Français, quand même, globalement, on peut voilà, les Britanniques, c'est un grand peuple, c'est un peuple qui a quand même globalement été à la tête des libertés publiques depuis la Magna Carta de 1215, qui tout au long de l'histoire, c'est quand même un peuple qui a été du bon côté, si j'ose dire, même si on s'est frité avec les Britanniques. Donc le fait que je pense que l'impact que les Britanniques aient voté pour le Brexit a levé pour nous un obstacle majeur. Moi, compte depuis. Voilà. C'est vraiment un obstacle. Moi, je sais que jusqu'à il y a encore un an, j'avais beau dire il y a un article 50, les gens disaient oui, mais non, mais oui, mais non. Voilà, non, mais ça se fera jamais, etc. C'est pas possible. Voilà. Là, maintenant, plus personne en France ne me dit c'est pas possible. Donc c'est un obstacle énorme qui a été soulevé. Un deuxième obstacle, c'était mais si on faisait ça, ça serait l'apocalypse. Et puis je dis mais regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est pas l'apocalypse, bon. Donc c'est un deuxième obstacle énorme qui a été levé. Le troisième obstacle, c'était de toute façon les Américains ne nous laisseront jamais faire. Puis maintenant il y a Trump qui dit qu'il est pour le Brexit, Trump qui est pour le Brexit et qui dit que l'OTAN est une structure obsolète. Bon, je sais pas exactement, il est peut-être un petit peu fantasque le personnage. Mais enfin, c'est vrai que là, les cartes sont brouillées, quoi. Donc c'est un troisième obstacle majeur qui a été soulevé. C'est pour ça que je n'évoque pas trop, mais un petit peu quand même. Et c'est vrai que notamment, puisque je vois que maintenant Mme Le Pen, qui court après tous les trucs, maintenant elle dit qu'elle veut faire un référendum, moi j'en profitais pour rappeler que les référendums ne sont pas, il y en a déjà eu, n'ont pas été suivis. On a l'impression que le peuple français, par moment, a été lobotomisé, avachi. C'est ce que De Gaulle appelait l'esprit d'abandon, ou l'esprit de... Voilà. Moi, j'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai travaillé auprès de ministres, j'ai vu des gens, auprès de Mitterrand. Enfin, j'ai pas travaillé auprès de Mitterrand, j'ai quand même été auprès de lui plusieurs fois, auprès de Chirac, auprès des ministres. Et on a une classe politique qui, mentalement, a baissé les bras. Vraiment. Qui, mentalement... voilà. Enfin, c'est pas une classe politique, mais... Enfin, je sais pas, un monde politique, ce que vous voulez, j'en sais rien, mais des gens qui ont perdu de vue l'idée même que l'on puisse se rebeller contre le cours des choses. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de Français qui sont avachis derrière leur télé, derrière leur ordinateur, derrière leurs jeux vidéo, qui ont des petites passions médiocres. Voilà, où est-ce que je vais passer le prochain week-end? Ou bien ils sont sur un site de rencontre. Ah, c'est ça la vérité. Donc on est... parfois, ça peut être un peu déprimant de se dire, il y a peut-être des fins aux civilisations et un abandon, un avachissement général. Alors ça, parfois, ça c'est ce que je pense quand ça m'arrive d'avoir des hauts et des bas aussi, parce que vous savez, depuis 10 ans, il faut quand même avoir un sacré caractère, je peux vous dire, pour faire ce que j'ai fait dans les conditions dans lesquelles j'ai fait. Je suis parti de zéro. Et par d'autres moments, on se dit quand même
quand même, quand on voit des gens qui adhèrent de partout, quand on voit que des gens, des jeunes, on a beaucoup de jeunes, hein, dans notre mouvement, c'est un mouvement très jeune, ne serait-ce que par le développement par Internet, et puis par capillarité. Maintenant, il y a des jeunes qui parlent à leurs parents ou à leurs grands-parents, donc on voit progressivement l'âge moyen qui augmente parce que de plus en plus, il y a un effet de halo, les gens parlent, le bouche à oreille. Donc moi j'oscille toujours entre, par moments un peu déprimé en disant j'y arriverai jamais, et puis d'autres moments c'est bon, ça va marcher. Voilà. J'ai pas d'autre, c'est pas génial ce que je dis, mais c'est la vérité. Et ce que je sais en tout cas, c'est que dans notre histoire c'est pas nouveau. On est passé par des hauts et des bas, et que c'est la même France de 1940 qui devient la France de 44, 45, et voilà. Donc il y a aussi des moments de redressement national. Et je crois qu'il faut aussi... Je crois aussi beaucoup, vous connaissez, c'était... alors je vais citer un anti-soviétique, Michel Heller, vous connaissez, donc, qui avait écrit cet ouvrage qui a été traduit en français, La machine et les rouages, qui est un livre extraordinaire, je trouve. Et il expliquait, Michel Heller, que l'histoire la plus anti-soviétique qui ait jamais été créée, c'était le conte d'Andersen, Le roi est nu. Vous savez, ce conte d'Andersen où il y a des escrocs qui arrivent à Copenhague et puis qui prétendent faire c'est des tisserands, ils font un tissu tellement léger, tellement extraordinaire qu'on ne le sent pas, et seuls les gens intelligents peuvent le voir. Les bêtes ne le voient pas. Vous connaissez cette histoire? Donc ils arrivent, ils font semblant, ce sont des escrocs. Alors ils font semblant de tisser un truc, la rumeur se répand, et puis le roi l'entend, et puis il dit mais c'est quoi ce truc-là? Alors le grand chambellan dit à l'un de ses adjoints, allez voir de quoi il s'agit. L'adjoint va voir, puis il voit rien. Et donc il revient auprès du grand chambellan, il dit si je dis que je ne vois rien, je vais dire il va me prendre pour un imbécile. Donc il dit écoutez, j'ai vu un truc, vraiment, effectivement c'est un tissu fantastique, avec des brocards, avec des lumières, etc., chatoyants. J'ai jamais vu un truc aussi beau. En plus, il y a une légèreté. Alors le chambellan se dit je vais y aller à mon tour, je vais aller voir ça. Donc le chambellan voit, il arrive, et puis il voit les types qui font semblant de tisser, et puis il n'y a toujours rien. Et le chambellan se dit mais attendez, il se dit intérieurement, c'est mon adjoint l'a vu, moi je ne peux pas ne pas l'avoir vu, puisque ça va me dire que je suis un con par rapport à lui. Donc le chambellan lui-même dit c'est magnifique, et va faire rapport au roi. Et donc le roi lui-même décide d'aller voir le tissu. Donc il arrive là-dedans grand à roi, et puis c'est le jour de la fête du royaume où on lui a préparé ses vêtements avec ce tissu. Donc le roi arrive et il voit rien. Et tous les courtisans sont là à s'extasier devant ces vêtements extraordinaires. Et donc le roi se dit intérieurement je ne peux pas être le seul à me... Voilà, je suis... Donc il entre dans le fantasme. Et donc il fait semblant, alors on lui fait, vous êtes merveilleux, mais en fait il est en petite culotte, si j'ose dire, et il sort dans la rue comme ça, devant tous les gens, des habitants de Copenhague. Vous savez, c'est un conte d'Andersen, hein. Ça s'appelle Les habits neufs du vieux roi. Et donc il est comme ça dans la rue, en slip, et tout le monde est là, et puis il y a un petit garçon qui a 7 ans, qui est dans la foule, et lui d'un seul coup il dit « Ah, mais le roi est nu !» Et d'un seul coup, les gens qui sont autour de lui se disent « Mais c'est un petit garçon, je sais pas, il a 6 ans, il est innocent, donc il dit la vérité. » Et d'un seul coup, tout s'effondre, c'est-à-dire tout l'artifice de mensonge s'effondre parce que la vérité exerce ses ravages. C'est un petit peu ce que j'espère faire, c'est-à-dire que la vérité exerce en ce moment ses ravages. Elle se suffit elle-même. Voilà, et elle est autoporteuse et elle se développe à toute allure. Et c'est ça que j'ai vu hier à l'Association des maires de France. Je vous assure, à regarder la vidéo, il y avait François Barouin qui m'a accueilli au début. Comment avez-vous fait pour avoir 500 parrainages? Lucille, comment avez-vous fait, vous qui êtes une petite merde? Avec l'argent de Poutine, il faut aller répondre avec l'argent de Poutine. Oui, voilà. Et puis je peux vous assurer que quand il m'a raccompagné, c'est pas le même homme. Hein. Parce que Macron avait été hué le matin. Oui, oui. Et là, il y avait quand même des maires de ville, des PS, des Républicains. La question du maire de la Désirade a bien aidé. Oui. et puis, lorsqu'il y a quand même eu la moitié des maires qui m'ont applaudi. C'est un discours qu'ils n'avaient jamais entendu. Un discours ravageur, en fait. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je compte pour essayer de... Moi, personnellement, mais je vais prêcher pour ma paroisse.
j'ai le sentiment que nous sommes un mouvement beaucoup plus efficace et beaucoup plus potentiellement libérateur, y compris pour les ouvriers ou pour les damnés de ce monde, comme on pourrait dire, que ces mouvements comme... écoutez, Madame Artaud est allée, si j'ai bien vu, dans l'Association des maires de France. Elle a commencé à dire, bon, alors de toute façon, je ne serai pas élu. Alors, quand vous commencez comme ça, bon... Poutou, il est allé, il avait rien, si j'ai bien vu, il avait rien préparé. Bon, c'est pas bien. Je trouve que c'est une façon, c'est pas bien de faire ça. Je trouve que quand on a été parrainé par 500 élus de la République, moi j'ai toujours à cœur, c'est un peu par formation, par goût personnel, de connaître mes dossiers, savoir de quoi je parle, et d'être à la hauteur quand même parce que je sais que c'est pas moi moi je me présente, mais derrière moi il y a 20 000 adhérents, il y a énormément de gens qui attendent. Par exemple, j'ai pris un engagement, parce que moi je suis un homme de parole. Lorsque je suis allé voir des maires de petits villages, je lui ai dit, vous savez, je ne vous appellerai jamais un petit maire parce que moi, je ne suis pas un petit candidat. Et je sais que maire d'un petit village, c'est parfois une grande fonction. Et je leur ai dit, si vous me parrainez, je me ferai votre porte-parole. Et c'est ce que j'ai fait. Là, devant l'Association des maires de France, j'ai parlé comme aucun autre candidat n'avait parlé, en disant, devant les maires, j'ai dit, j'ai vu 108 maires, la révolte gronde, j'ai vu de nombreux maires qui m'ont dit, nous sommes en dictature. Et je peux vous dire qu'il y avait André Laniel, Barouin, etc., qui étaient... Et je veux dire, ça, les gens, ils ont regardé les choses comme ça, parce que c'est la vérité. Voilà. Donc c'est vrai, je ne parle pas de classe sociale, ni de lutte des classes. Ça, c'est exact. Mais pourquoi aussi je ne le fais pas? D'abord parce que je ne suis pas communiste. On peut pas non plus, je vais pas travestir. C'est une réalité sociale. Mais sociologique. Oui, moi je dirais en tout cas que j'essaye de rassembler des gens qui ne sont pas d'accord sur des tas de choses. Et de la même façon que dans le CNR, il n'était pas question de classe sociale dans le programme du CNR, qu'il était question de l'union des patrons et des ouvriers. Moi, ce que je me dis, c'est que il faut tout faire pour essayer de rassembler les gens sur leur plus grand commun dénominateur. Si on commence à parler de lutte des classes, si vous voulez que je vous dise, il y a des tas de gens qui ne viendront pas. Voilà. Non, mais en fait, vous voyez bien l'état de la France, ça me fait... Oui. Oui, mais quel est votre jugement politique? Oui. Dominique voudrait ajouter des choses. Oui, pour creuser la question de madame, que je trouve incontournable, si vous me permettez, pour parler comme les journalistes, ce qui n'arrive pas souvent. Voilà. Non, je trouve votre question est excellente. Excellente. Je veux dire, vous avez, elle a demandé quelle classe sociale il y a chez vous. Vous avez répondu par des professions. Ça ne répondait pas à la question de madame. On peut être étudiant pauvre, on peut être étudiant riche. On peut être boulanger pauvre, boulanger industriel, n'est-ce pas? Et avoir 34 filiales. Voilà. Donc, et vous dites, et c'est tout à fait légitime, que vous n'êtes pas pour la lutte des classes. Mais les communistes non plus. Les communistes sont pour l'abolition des classes sociales. Comment voulez-vous qu'il y ait lutte de classe là où il n'y en a pas? Je veux dire, c'est le patronat qui commence la lutte des classes. C'est l'employeur en extorquant la plus-value. Pardon de rappeler quelque chose de basique. Voilà. Donc il faudra bien... Voilà. Ça ne veut pas dire la lutte de tous contre tous. Au contraire, je suis sûr, de même que Marx, qui n'est pas issu du prolétariat le plus lumpen, comme on dit dans l'histoire, je veux dire, a compris qu'il y avait une solidarité de classe et que pour se libérer, même dans les classes supérieures, il fallait que ceux d'en bas soient libérés aussi. Vous avez parlé très justement tout à l'heure de l'avachissement de certains milieux politiques, de leur découragement que vous avez constaté, y compris dans les cabinets que vous avez fréquentés. Et je ne peux pas m'empêcher de citer la phrase du premier qui a posé la grande problématique sociale dans la théorie politique chez nous, c'est Rousseau. Quand il dit « Les esclaves perdent tout dans leur fer jusqu'au désir d'en sortir ». Voilà. Mais ce n'est pas une raison, je veux dire, pour laisser les choses telles quelles. Je rappelle que l'agression de classe ne vient pas des communistes. Voilà. Je tenais à préciser ça au passage. Monsieur. Oui, c'est une question qui va un peu dans ce sens-là aussi. Je me disais, comment est-ce que vous allez gérer la croissance en tant que parti? Parce que vous avez fait un travail, bon, bravo l'artiste, vous avez porté ces choses qui ont été occultées depuis 2005. Bon, je suis vraiment très très admiratif que vous ayez tenu ce flambeau-là en ayant fait la campagne de 2005. Mais cet afflux de gens, à partir du moment où vous n'êtes pas élu président de la République,
mais que vous aurez des élus, ça va devenir un parti. Pour le moment, je considère que c'est pas vraiment un parti parce que ça ne subit pas les contraintes de parti qui sont d'avoir des élus, d'avoir de l'argent, etc., avec tout ce que ça crée à l'intérieur. Et donc les risques d'éclatement, disons, d'un mouvement par la partisation et puis l'entrisme et puis les prises de pouvoir qu'il peut y avoir là-dedans. Et c'est là que la sociologie peut peut-être aider aussi sur les contradictions internes que vous pouvez avoir. Je pense que vous ne donnerez pas, mais il faudrait voir la répartition par CSP et l'évolution de la répartition par CSP, quel pourcentage de cadres par exemple, Voilà. Et si j'étais vous, je ne les donnerais pas, parce que comme les autres, ils ne font que du marketing et ils donnent ça. Alors, la question. La question, est-ce que la croissance est pensée au-delà des élections et la transformation en vrai parti, quoi. Bon, alors, on va en prendre une autre, parce qu'elle est très claire et très simple, et puis ça va être parmi les dernières. Bon, ça va être une question, donc une remarque et une question. Je ne voulais pas intervenir, mais ce que j'ai entendu là m'oblige à intervenir, je suis désolé. La remarque, c'est quand il y a des luttes de libération nationale, il y a obligatoirement quelque chose qui regroupe des classes en vue d'un ennemi commun. Oui. Mao Tse-tung. Domenico Le Surdo, qui a écrit un très beau bouquin, intègre dans la lutte de classe la lutte de libération nationale. Si j'ai bien compris, et vous allez me dire, vous êtes un parti de lutte de libération nationale. Et quand notre ennemi, qu'on peut, en tant que marxiste, qualifier de bourgeoisie, d'oligarchie, euro-atlantique, fait intimement parler de l'impérialisme au sens où on l'entend dans Lénine, c'est eux l'ennemi. On est donc un front uni de libération nationale. Et il me semble, et ça sera ma question, parce que je vais quand même poser une question, il me semble que vous dites, l'UPR est un parti de libération nationale, et quand nous aurons obtenu ce qu'on veut, c'est-à-dire la sortie de l'euro, de l'Union européenne par l'article 50, et donc de l'euro, et de l'OTAN par l'article 13, alors, et nous ferons notre programme de CNR adapté, etc., alors, nous nous dissoluerons et on reprendra le combat là où on l'a laissé. Il me semble, et vous allez me confirmer ou m'infirmer, que l'UPR est un parti juste de libération nationale. Et il ne prend pas en compte ce qui suit après. Et pour des marxistes, la lutte de classe qu'il y aura. Mais c'est quand même mieux si on est sorti de la gangue de l'impérialisme. Voilà. Alors les deux questions. Alors, pour répondre à la question de monsieur au début, qui est une bonne question, je reconnais, nous avons actuellement 6 élus, je crois, qui sont des maires, qui nous ont rejoints. Donc, qui ont des maires qui étaient soit avec une étiquette, soit plutôt sans étiquette, des maires de petits villages. Vous avez raison que je pense effectivement qu'il y a toujours un risque, bien sûr, de fractionnisme, d'entrisme, de jeu de pouvoir. Et nous, ce qui nous permet actuellement d'avoir une certaine innocence programmatique et une certaine pureté, c'est justement qu'on n'a pas d'élus, qu'on n'a pas d'intérêt à... Une fois, j'ai vu Chevènement dans un cocktail, j'ose pas dire où, je crois que... On ne le dira pas. On ne dira pas. Tu y étais aussi, là. Ah oui, à l'ambassade de Russie. Ah oui, je sais, oui. Et je lui dis, mais c'était quand même nul de soutenir Ségolène Royal. Et il me dit, oui, mais on fait de la politique. Je dis, en fait, oui, vous assuriez le gîte et le couvert de vos proches. Et il dit, oui, c'est ça. Bon. Voilà, donc là, pour l'instant, nous, on n'a justement pas de gîte et de couvert à assurer. Donc vous avez raison. Il y a quand même un point qui est quand même vraiment important, c'est que je crois, enfin je ne sais pas, mais nous avons une charte fondatrice. Et on a un objectif qui a été qui a été déposé à la préfecture de police de Paris au moment où j'ai créé sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Et c'est marqué dans la charte fondatrice. Et donc tous les gens qui viennent à l'UPR le vont sur cet objectif. Ça n'a rien à voir avec les Républicains, le PCF, le PS. Et c'est quoi? Moi, je ne sais pas, à part l'étiquette. C'est un contenant, mais quel est le contenu qu'il y a dedans? Quand vous voyez que dans le même parti politique, vous avez des gens comme Hamon, comme Montebourg, comme Valls, etc., qui sont d'accord sur rien, en fait. Comme Filoche, qui sont d'accord sur rien. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'UPR, et c'est vraiment, et ça marche, les gens, ils sont en désaccord sur plein de choses. Ils appartiennent à des classes sociales, comme dirait madame, parfois totalement différentes.
mais ils sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord sur des tas de trucs, mais ils savent aussi qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Et c'est dans ça que je pense que ça ressemble au combat de la résistance. Je disais que j'avais commencé mon propos tout à l'heure en citant Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Ce que je voudrais quand même, c'est essayer de faire en sorte de modifier, de proposer les modifications de la Constitution pour quand même essayer d'empêcher ce qui s'est passé. C'est-à-dire, par exemple, démocratiser le Conseil constitutionnel. C'est que ce soit plus le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale qui les nomme, que ce soit des magistrats sans ayant... Parce qu'actuellement, c'est des responsables politiques. Ils ont un raisonnement d'hommes politiques. C'est les pires, en bon, plus. Voilà. Oui. Bon. En plus, c'est les pires, vraiment. Vous avez Michel Charasse au Conseil constitutionnel. Enfin, C'est pareil d'Alnostra, hein. voilà. Oui, Oui, ça, évidemment. Oui, voilà. oui. Donc ça va pas. Donc moi, je veux un truc à l'allemande. À l'allemande, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, ce sont des magistrats qui sont... normalement, il y a eu un scandale récemment, mais normalement, ce sont des magistrats qui sont connus pour n'avoir aucune position politique connue, qui sont élus par le Bundestag et qui sont élus sur une très longue durée pour une seule fois. Moi, je pense, et ils ont un raisonnement purement, enfin, ils essayent parce que c'est toujours difficile, mais quand même, voilà. Mais c'est quand même un raisonnement juridique, alors que nous, c'est un raisonnement d'opportunité politique. Les Européens inconditionnels, Absolument, absolument. Moi, je veux également démocratiser le CSA. Olivier Schramek, c'est l'ancien directeur du cabinet de Jospin. C'est lui qui a nommé Madame Delphine Ernotte, là où il est. On dirait que en Russie, il y aurait une institution qui serait chargée d'assurer la légalité d'accès aux médias, et que c'est un copain de Poutine qui est à la tête. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? Mais c'est ce qu'il y a en France. Voilà. Mais c'est ce qu'on entend alors qu'il n'y a pas ça. Alors que ça n'existe pas. Exactement. Enfin, c'est dément, quoi. Non, objectivement, le CSA, c'est indigne. Donc, démocratisation du CSA, démocratisation professionnalisation du Conseil constitutionnel, saisine du Conseil constitutionnel par une espèce de class action, c'est-à-dire avec une catégorie comme c'est le cas en Allemagne, que une catégorie de la population, je sais pas, puisse saisir, actuellement c'est pas le cas, puisse saisir le Conseil constitutionnel, référendum d'initiative populaire, où à partir du moment où on a 500 000 signatures validées en mairie, les gens puissent, et que la question est validée par le Conseil constitutionnel, on puisse poser des questions. Vote blanc reconnu de plein exercice avec pouvoir révocatoire, c'est-à-dire que si dans un scrutin, le vote blanc arrive en premier, le scrutin est annulé, il est reporté de 2 ou 3 mois, il y aura une durée qu'on fixera en fonction d'une loi organique. Et interdiction aux candidats du scrutin ayant été invalidés de se représenter. Mais ça, c'est ce qu'il y avait en Russie, mais le Conseil de l'Europe l'a interdit à la Russie. Donc il y a également interdiction de réforme, de modifier la Constitution autrement que par référendum. Réintroduction dans la Constitution de l'article 68 d'origine tel que voulu par De Gaulle et ratifié par 82% des Français. Je rappelle que dans l'article 68, il était question du crime de haute trahison du président de la République et du crime de complot contre la sûreté de l'État. Or, ces deux incriminations, toutes les deux ont été retirées par des lois constitutionnelles, par l'article 89, dans le dos des Français, par une espèce de maquignon par le vote du Congrès à Versailles. Le complot contre la sûreté de l'État a été retiré par une loi constitutionnelle de juillet 1993, 9 mois après le référendum de Maastricht. Et le complot et le crime de haute trahison du président de la République a été retiré de la Constitution en mars 2007, quelques semaines avant l'élection de Sarkozy. C'est quand même dément, il faut quand même avoir une idée derrière la tête pour ça, ce genre de choses. En sorte que la forfaiture est devenue légale. Oui, Oui, c'est ça que ça veut dire. mais c'est moins vendeur que le diesel ou le burkini. Voilà. Hein, c'est peut-être pour ça la réponse. Pourquoi tant de haine? Je suis le seul candidat parmi les 11 qui se présentent devant les Français à prendre l'engagement solennel qu'une fois installé à l'Élysée, la première chose que je fais, c'est de proposer un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour annoncer que la France a décidé de sortir de l'Union européenne. Et je ne ferai pas de référendum. Et les journalistes me disent « Est-ce que vous allez faire un référendum ?» Je dis « Pourquoi ? Je vais faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viendront de m'élire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc il n'y aura pas de référendum. Je suis le seul qui le propose.
Monsieur Cheminade, par exemple, comme Monsieur Dupont-Aignan, comme Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, comme Madame Artaud, comme Monsieur Poutou, refusent d'évoquer même l'article 50, proposent tous une autre Europe, une renégociation des traités à la Saint-Glinglin. Le deuxième engagement solennel que je prends, c'est dès le deuxième jour, d'envoyer un courrier à la Maison-Blanche pour mettre en œuvre l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 49, qui était cher. Parce que j'ai découvert, figurez-vous, que pour sortir de l'OTAN, il y a un article, c'est l'article 13. Parce que moi, je suis très respectueux du droit. Ça, je l'insiste toujours, parce que pour moi, le droit, c'est quand même ce qui sépare la barbarie de la civilisation. Et donc, dans l'article... Oui, voilà. Dans l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, il est prévu qu'un État peut sortir du traité de l'Atlantique Nord. Comment ? En écrivant au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Oui, c'est quand même. Moi, je croyais que c'était au secrétariat général de l'OTAN à Bruxelles. Il faut écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est l'article 13. Donc j'écris. C'est quand même révélateur. Bon. Soyons sérieux. Je suis quelqu'un de sérieux. Si la France fait ça, c'est un bouleversement géopolitique énorme. Énorme. Comme il y en a 2 ou 3 par siècle. Au 19e siècle, il y a eu quoi ? 1815 avec le Congrès de Vienne, et puis 1871 avec la proclamation du Reich bismarckien, enfin wilhelminien, à la Galerie des Glaces. Au XXe siècle, vous avez eu 1918-1919, les traités de Versailles, de Sèvres, etc., de Trianon, qui fixent la nouvelle géographie de l'Europe après l'effondrement des empires centraux. Quand même. Je parle en termes géopolitiques, moi. En termes géopolitiques. Oui, mais moi je parle en... Oui, c'est vrai. Mais en termes de redéfinition, enfin disons, allez, je vous accorde disons de 17 à 19. C'est... Non, mais c'est quand même, moi on parle de géopolitique. C'est le démembrement des empires centraux. La deuxième grande date, c'est quand même 45, c'est l'application des accords de Yalta, voilà, Téhéran, Yalta, Potsdam. Et 89-91, c'est l'effondrement du camp soviétique. Et je pense qu'au XXIe siècle, il y aura 2 ou 3 dates de cette nature. Et la première de ces dates sera, à mon avis, la réplique, comme on dit en termes sismiques, de l'effondrement du camp socialiste de 89-91. Ça va être l'effondrement du camp atlantiste sur l'Europe. Enfin, c'est moi la version que j'ai des choses. Et je pense que c'est ça qu'il y a derrière. C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est pas de la gnognotte, ce que je propose. Donc j'ai parfaitement conscience de la gravité de la chose, des événements. C'est pas un propos de comptoir. C'est quelque chose qui nécessite d'avoir un soutien massif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas faire confiance aux autres responsables politiques qui vous disent on va renégocier. C'est ça parce que Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon mentent. Parce que pour faire un acte comme celui-là, il faut avoir le soutien d'emblée massif et sans ambiguïté de la population. C'est pas, si vous faites élire, la meilleure façon de démasquer Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, c'est de demander à leurs électeurs, au fait, qu'est-ce que vous voulez avec l'OTAN et qu'est-ce que vous voulez avec l'Europe. Et vous verrez que vous aurez autant de réponses que de questions, que de gens que vous questionnerez. Il y en aura, vous verrez qu'il y en a qui vous diront, des gens qui votent Le Pen, qui vous diront, ah, moi, je préfère l'Europe avec les Américains qu'avec les bougnous, là. Ils vous diront ça. Aucun ne propose de sortir de l'OTAN, à part moi. Il propose le commandement militaire intégré. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'OTAN. Elle propose le commandement militaire. Non. Le commandement. Non. Mais relisez-le. Relisez. C'est Mélenchon qui propose de sortir de l'OTAN. Mais Mélenchon, il propose de sortir de l'OTAN, mais il ne veut pas sortir de l'Union européenne, dont l'article 42 nous place, le 42 du TU, nous place sous... sortir de l'euro. Voilà. Parce que c'est là le taf-taf. Bon, on a dit la conclusion. Voilà. De toute façon, voilà. Oui, Donc, on relance pas le débat. en conclusion, votez pour moi. Merci. Bravo. Merci. On va le faire.